16h03, donc on file du côté de Wall Street de New York. Retrouver Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Grégory, bonjour. On va commencer avec ce qui était le chiffre très attendu, donc la publication du PIB américain du premier trimestre. Première estimation, c'est plutôt bon. Grégory, le consensus disait 2,1% en rythme annualisé. On est à 2,3%. Qu'est-ce que vous retenez de ce chiffre, vous, Grégory ? Alors, avant d'aller un peu dans les détails, il faut toujours rappeler que c'est, comme vous le dites, la première estimation. Il y aura 2 autres calculs qui vont être faits sur les prochains mois. Et en général, la moyenne de révision est de 1%, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc, il faut toujours prendre le premier chiffre qu'on a relativement avec des pincettes. Donc, comme vous dites, 2,3%, c'est un peu mieux que prévu. Qu'il y ait un ralentissement par rapport au trimestre précédent, c'était totalement attendu. 2,3, c'est quand même le meilleur premier trimestre de l'année depuis janvier 2015. Donc, ça fait quand même 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a en détail dans ces chiffres ? Je dirais, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a quelque chose qui monte fortement, c'est les rémunérations des employés, des travailleurs, et aussi le coût du travail et de la main-d'œuvre. Les rémunérations augmentent de 0,9% sur le trimestre, c'est un très fort chiffre, et les coûts associés à ça augmentent de 0,8%. Donc ça, on peut dire que c'est un chiffre qui est un chiffre entre guillemets peut-être inflationniste, et en tout cas c'est un chiffre qui justifie totalement 3 hausses des taux cette année de la part de la Fed. Maintenant, si on regarde autre chose dans les détails, pourquoi ce chiffre est plus fort que prévu ? C'est malheureusement dû à un facteur qui n'est pas forcément le meilleur, qui est la reconstitution des inventaires. En fait, les inventaires ont cru 2 fois plus vite que le trimestre précédent. Donc ces inventaires, évidemment, il faudra les vendre. Ça, on verra ça sur le prochain trimestre. Et c'est là qu'on voit peut-être aussi un peu de timidité. La consommation, bien qu'elle soit en hausse de 1,1%, est en dessous fortement de ce qu'elle avait été le trimestre précédent, mais 1,1%, c'est encore relativement suffisant. Et les investissements des entreprises, plus de 6%, même si un petit ralentissement, c'est pas vraiment quelque chose dans lequel il faut s'inquiéter. Donc, je dirais, en gros, on savait que le premier trimestre de l'année devrait être le trimestre où la croissance aux États-Unis serait la plus lente. Donc, si on prend ça comme base, 2,3%, on peut estimer que en allant de l'avant, on aura une croissance supérieure. Et je crois que voilà, on a à peu près tous les détails, et ça montre que c'est un chiffre qui a relativement peu d'impact sur les marchés, et même peu d'impact aussi, je dirais, sur le cours euro-dollar. Même si ça peut alimenter l'idée selon laquelle on ira vers 3 hausses de taux et non pas 2 encore d'ici la fin de cette année. Mais enfin, on verra comment les marchés effectivement digèrent tous ces chiffres dans les prochaines heures. Alors, on suit évidemment la suite de cette saison des résultats trimestriels, Grégory. Alors, hier soir, donc, c'était feu d'artifice après la clôture, les chiffres qui sortaient du côté d'Amazon, du côté de Microsoft, du côté d'Intel. Là, l'applaudimètre, incontestablement, c'est Amazon qui gagne 5,5%, plus 5,5% pour le titre Amazon. Amazing Amazon, vous dites-vous dans vos commentaires du jour, Grégory. Exactement. Alors pourquoi amazing ? D'abord, on reproche toujours à Amazon de pas gagner d'argent. Ça commence à être de plus en plus faux, puisque leur profit double, tout simplement, vis-à-vis de l'année précédente. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est leur secteur d'activité et la croissance de ces secteurs d'activité, qui sont en gros les secteurs d'activité les plus porteurs de toute l'économie, non seulement américaine, mais mondiale. Et je parle de quoi ? Je parle du cloud. Alors le business cloud, qui est quand même maintenant toute l'infrastructure informatique, qui est en train de se déplacer vers le cloud, c'est une hausse de 49%, très très fort. Alors, pour situer Amazon par rapport à ses concurrents dans le cloud, c'est plus de 30% des parts du marché du cloud Amazon. Derrière, vous avez Microsoft aux alentours de 13%, et bien derrière, vous avez Google qui est aux alentours de 5%. Donc c'est dire en fait que maintenant, en tête des 2 compagnies qui sont les leaders dans le cloud et dans le computing sur le cloud, c'est Amazon qui se détache, avec Microsoft juste derrière. Et puis alors, il y a tous ces relais de croissance. C'est la première fois qu'on voit vraiment que pour Amazon, les revenus
publicitaire commence à être vraiment, vraiment important. Alors, en hausse séquentielle sur une année, c'est 130% de hausse des revenus publicitaires. On en est encore à peine au-dessus de 1 milliard, mais si on commence à se dire que Amazon devient une vraie plateforme pour la publicité et qu'il n'y a plus seulement Google et Facebook pour remettre de la publicité online, vous avez alors là un relais de croissance exponentielle pour Amazon. Ça, le marché l'aime évidemment beaucoup. Et puis alors évidemment, une chose aussi intéressante, c'est qu'il augmente ce qu'on appelle Amazon Prime, donc l'abonnement que vous payez, et ils y vont assez fort. Ils l'augmentent de $20 carrément, de 99 à $119 par mois. Ça fera pratiquement 2 milliards de revenus de plus pour Amazon. Ce qui fait qu'on peut dire que sur les prochains trimestres, en fait, Amazon ne décevra peut-être pas au niveau de ses profits, parce que maintenant ils vont de toute façon recevoir cet argent des abonnements, et que même si les investissements en infrastructure continuent à augmenter, ils ont absolument le cash flow nécessaire et leur marge d'ailleurs augmente très très nettement. Donc franchement, impossible de trouver une chose négative à dire sur Amazon aujourd'hui. $20 d'un seul coup, effectivement, il faut pouvoir se le permettre. C'est pas tout le monde. Amazon, donc, en hausse d'un peu plus de 5,5% en ce moment du côté de Wall Street. On a eu des résultats, donc je le disais hier, du côté de Microsoft et d'Intel. Là aussi, c'est salué. Alors, plus modérément, mais c'est salué quand même par les marchés, sur Microsoft et Intel, Grégory. Oui, c'est intéressant de voir qu'après la clôturière, alors c'était l'enthousiasme aussi bien sur Microsoft que Intel, les deux valeurs prenaient entre 5 et 7% de hausse. Alors ça s'est un peu calmé ce matin. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire aussi qu'en fait la dynamique que l'on voit au niveau du cloud a une importance énorme pour les résultats d'un Microsoft et d'un Intel. Alors d'un Microsoft, c'est parce qu'en fait, petit à petit, ils déplacent tous leurs revenus sur le cloud. On commence à avoir de plus en plus des revenus d'abonnement de leur logiciel. On l'achète plus, on le loue, il est sur le cloud. Il y a le service, évidemment, du cloud qu'ils offrent, dont je parlais comme pour Amazon. Les ventes de computers personnels de Microsoft augmentent, leur marge augmente. Donc vraiment, les choses là aussi vont très très bien. On aurait pu s'inquiéter peut-être d'un ralentissement au niveau Windows, mais même là, il n'y a pas du tout de ralentissement. Intel est un tout petit peu plus compliqué, mais aussi excellent. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, maintenant, si on parle de cloud, on parle aussi d'infrastructure. Et si on parle d'infrastructure, on parle de serveurs. Ces serveurs, ils ont besoin de semi-conducteurs. Et l'intérêt d'un semi-conducteur dans des gros serveurs, c'est que c'est les semi-conducteurs, évidemment, les plus chers au monde, qui ont des prix alors absolument pas comparables avec les semi-conducteurs que vous trouvez dans un téléphone, par exemple. Donc Intel, 90% des parts de marché au monde des semi-conducteurs, 95% de parts de marché au monde des semi-conducteurs dans les serveurs, ça va très très bien de ce côté-là. Et juste à dire aussi une chose, on pourrait se dire, bon, les ventes de Intel dans le domaine de l'ordinateur personnel, ça devrait pas être terrible puisque les gens achètent de moins en moins d'ordinateurs personnels. Même là, ça va à contre-courant, il y a une augmentation de 3%, les marges vont bien. Donc Intel, je dirais, ça sera peut-être un peu plus difficile pour eux comparé à un Amazon ou à un Microsoft d'avoir forcément des relais de croissance sur les prochains trimestres, mais rien à dire sur la qualité des résultats aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est salué aussi par les marchés, le titre Intel qui progresse d'1,5% et puis Microsoft qui progresse un petit peu d'1% en ce moment. On voulait dire un dernier mot, Grégory, avant de vous libérer. Alors, plus de la diplomatie, parce que Donald Trump reçoit aujourd'hui encore à la Maison-Blanche. Après Emmanuel Macron en début de semaine, c'est Angela Merkel là, qui va être reçue par Donald Trump. Alors, ça va durer 3 heures, c'est-à-dire approximativement le temps qu'ont duré les embrassades entre les présidents français et américain, sauf qu'en 3 heures, elle va essayer aussi, elle, de le faire évoluer sur les questions commerciales. C'est pas gagné, on n'attend pas forcément des fusions, le même enthousiasme qu'avec Emmanuel Macron, Grégory. Je dirais c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, oui, on a eu tout ce discours corporel entre Macron et Trump qui se touchaient beaucoup, qui s'embrassaient, qui vraiment se faisaient des mamours, mais on n'a pas eu un grand résultat sur les 2 grands dossiers qu'a amené Macron. Un, c'est l'Iran, où on a toujours l'impression que les États-Unis veulent se retirer de l'accord. Et l'autre, c'est les taxes sur l'acier et sur l'aluminium, où il y a eu, franchement, un silence absolument total de la part de la Maison-Blanche. Il faut vraiment se dire que Angela Merkel va arriver exactement avec les 2 mêmes sujets. Et que peut-être il n'y aura pas autant d'effusion physique, enfin je l'espère, mais il y aura certainement, de la part d'Angela Merkel, la continuation de l'effort absolument nécessaire qu'a fait Emmanuel
Emmanuel Macron pour dire à Donald Trump, ne sortez surtout pas de cet accord avec l'Iran, ça va totalement déstabiliser la situation qui n'en a pas besoin. On peut peut-être l'améliorer, mais n'en sortez pas, ça c'est une chose. Et l'autre chose, évidemment, vis-à-vis des accords commerciaux, les échanges avec les États-Unis pour l'Allemagne, c'est encore plus critique au niveau des impôts et des taxes pour l'Allemagne, à cause, par exemple, de ces exportations d'automobiles, dans laquelle, évidemment, l'acier joue un rôle. Donc, je dirais, voilà, c'est un peu Macron qui était en éclaireur, il a avancé ses dossiers, et si Angela Merkel arrive à faire bouger un peu Trump sur ces deux lignes-là, ça sera un succès pour ces deux hommes et femmes d'État européens. Ouais, sacrée mission, puisque là où il a eu 3 jours, elle n'aura que 3 heures pour se faire. Mais on verra bien ce qui ressortira de cette rencontre. Merci beaucoup Grégory, merci infiniment d'avoir été encore avec nous cet après-midi. Grégory Volokin, donc le président de Mescart Financial Services, avec nous depuis New York sur BFM Business. Il est bientôt 16h15.